Donc, eh bien, soyez les bienvenus pour cette 21e semaine et 20e Mondo des Ligues d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric de Montfaucon. Alors, qui ne connaît pas Frédéric de Montfaucon? Champion du monde, médaillé olympique, mais aussi et surtout superbe judoka au Yoko Tomoe-nage légendaire, aux liaisons de boussole implacables. Aujourd'hui, c'est bien sûr le champion dont nous avons apprécié et admiré l'attitude, l'élégance sur les tatamis du monde entier que nous recevons, mais surtout le judoka, le professeur, concerné par l'enseignement de sa discipline, inquiet de la qualité du premier, de la pérennité de la seconde, dans toutes ses dimensions et pas seulement sportives. Un intérêt et un engagement pour un judo riche, généreux et ouvert, qui l'a amené à rejoindre l'équipe de Stéphane Nomis en amont des élections fédérales et à endosser la responsabilité de vice-président de la Fédération française en charge de la formation. C'est donc un passionné engagé et aux nombreux dossiers en suspens qui a accepté de venir partager ce moment ainsi que la vision de sa mission avec nous ce soir, et nous l'en remercions infiniment. Alors Frédéric, le judo de demain, quel sera-t-il? Du coup, il faut que je décoche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette belle présentation. Très heureux de vous retrouver. Alors, c'est impressionnant. J'étais tranquille en train de discuter avec Yves et Michel. Et d'un seul coup, toutes vos têtes sont apparues. Et là, forcément, un petit peu de pression, un petit peu de tension. Voilà. Mais bon, on va essayer de gérer tout ce stress. Alors, je vais vous partager donc le petit document. Je suis toujours. Alors, le judo de demain, bien sûr, la question se construit aujourd'hui. Alors, je vous avoue que ça fait. Je me suis laissé prendre au jeu quand Yves et Michel m'ont proposé d'intervenir. Forcément, passer après tous ces grands personnages qui sont intervenus pour ces mondos, ça fait une semaine, 10 jours que j'essaye de réfléchir à la manière de présenter au mieux les choses. Donc, l'idée, si ça marche, ça ne peut pas défiler. Il faut tel que tu recliques sur ton PowerPoint. Ouais. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'était peut-être de retracer rapidement alors, ce qui s'est passé hier, définir où on en est aujourd'hui et puis essayer de se projeter vers demain. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous retracer l'histoire. Je pense que vous la connaissez sans doute mieux que moi. Mais ce qui m'a interpellé quand je suis parti un petit peu sur certains historiques, c'était les divergences et les croisées des chemins où, à un moment donné, notamment après la guerre, on a eu des courants qui sont commencés un petit peu à se diversifier. On a eu une fédération qui commençait à tendre vers un judo sportif. Et puis les anciens qui voulaient quand même garder une certaine tradition et voyaient dans le sport quelque chose qui dénaturait peut-être l'activité. Et du coup, deux entités se sont un petit peu divergées. La fédération d'un côté et puis le collège des ceintures noires qui s'est créé en 1947. Et à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a vraiment des courants qui vont s'opposer, se rejoindre, s'opposer, se rejoindre. Donc notamment avec le côté sportif, avec la création bien sûr des compétitions, bien sûr des jeunes qui ont commencé à voyager aussi au Japon, qui ont vu peut-être une autre manière de pratiquer quand ils sont revenus en France. Ont commencé à émettre d'autres propositions sur le judo qu'on pouvait proposer, qui était proposé en fait à cette époque-là. Et du coup, les divergences, ou en tout cas les différentes oppositions aussi ont commencé à naître
Et par rapport à tout ça, on voit la réglementation aussi de l'État qui fait que l'enseignement du judo est réglementé. Les examens commencent aussi à perdre un petit peu dans la tradition, c'est-à-dire que les katas, on les pratique quasiment plus pour faire les passages de grade et quasiment plus pour les examens de brevet d'État. Donc voilà, on rentre aussi dans une ère de plus en plus sportive. Donc il y a une vraie scission, voilà, vers 1957, il y a une vraie scission entre le collège et la fédération. Euh, et voilà, cette scission va revenir vers les années 70 où, notamment sous l'appui du ministre de la Jeunesse et des Sports, hein, Joseph Comiti, où il va regrouper un petit peu tout le monde, même si les courants restent sensiblement en opposition, il y a quand même cette réunification. On sent, alors, c'est vrai que toute la période fin des années 1990, 80-90, c'est vraiment une période globale sport, hein, avec les Jeux Olympiques. On a aussi énormément de médaillés. Mais on sent qu'on arrive peut-être aussi à un moment où les gens veulent réagir. Le judo, c'est pas que le sport, c'est pas que la compétition. Et on voit dans les années 2000, début des années 2000, on essaye de rééquilibrer un petit peu les différentes composantes du judo. Et notamment, il y a un projet judo qui fait débat, en tout cas qui entraîne une large majorité de personnes qui veulent pratiquer sur ces fondations-là. Voilà, notamment avec le projet judo présenté donc par Patrick Roux, Didier Janico à la DTN et puis à l'école française. Donc c'est un projet qui est validé à l'Assemblée générale, validé par tous. C'est un projet qui a pour ambition d'analyser et de revisiter l'ensemble des fondements de notre discipline afin de renforcer les piliers du judo, le système éducatif et sportif et mieux transmettre aux générations suivantes. Mais finalement, contre toute attente, ce projet sera mis un petit peu aux oubliettes car le projet, ça sera d'avoir de la licence. Voilà, le projet annoncé, c'est 750 000 licences. Donc, au détriment de la qualité, on va chercher la quantité. Donc, ça va entraîner forcément chercher à ouvrir plus de clubs, parfois avec des mises en concurrence de ces clubs, soi-disant pour dynamiser aussi la recherche de nouveaux adhérents. Ça va entraîner de former aussi rapidement des enseignants, puisqu'il y aura une demande plus importante avec un nombre de pratiquants plus important. Et donc, pour aller chercher des adhérents, il faut aller chercher des enfants de plus en plus jeunes. Voilà, donc c'est aussi un petit peu le. Je vous ai mis la courbe des licenciés. C'est ça parce que je ne le vois pas. Donc, on voit que là, il y a une petite diminution. Et puis, le nombre de licences atteint son apogée en fait en 2012. Il atteindra quasiment les 600 000 licenciés. Et en fait, en 2019, on est retombé à 515 000 licenciés. Donc finalement, est-ce que ça a été le bon projet? Donc l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui, 20 ans après ce projet, vis-à-vis des clubs, on a une multiplication des petites structures. Avant, on avait peut-être des clubs qui avaient 200, 300, voire un petit peu plus d'adhérents. Et en fait, on a développé plein de petites structures. Donc, ce qui aujourd'hui est un petit peu compliqué pour prétendre salarier un enseignant. Je pense qu'avec les études qu'on a réalisées suite à notre sondage, il faut compter entre 200 et 250 adhérents par enseignant. Donc, pour chercher des nouveaux financements, on a essayé de développer de nouvelles activités pour compenser. Donc, on a été chercher les bébés, faire du taïso, qui, alors à la base, était pour moi une discipline et était une partie à part entière du judo. Mais en fait, aujourd'hui, on est surtout sur du taïso fitness. Donc, ça devient une discipline
complètement à part. La possibilité d'un espèce de tai chi kata judo. Voilà, on essaye de développer en fait différentes possibilités pour essayer de faire entrer de l'argent aussi au club. Donc, bien sûr, la visée, elle est plus très judo, mais elle devient économique. Au niveau des licenciés, l'âge moyen, il a énormément baissé. Aujourd'hui, on a un âge moyen qui tourne autour des 7 ans et demi. On a une population qui zappe énormément. Et on essaye de faire du champion de plus en plus tôt. Voilà, on est descendu à minime. Et puis, les dernières réflexions que j'ai pu lire sur les dernières années, c'était même aller chercher peut-être chez les benjamins. Donc, ce qui moi, me fait quand même un peu réagir. Alors, voilà, moi, je suis enseignant également et je me rends compte que l'attente des parents, c'est qu'ils payent, donc ils doivent avoir aussi un retour. Et, euh, et la ceinture, en fait, elle perd aussi de son sens et qu'elle correspond plus à un nombre, enfin, une qualité de pratique, elle correspond à un nombre d'années de pratique. À partir du moment où on a payé la cotisation, on doit avoir la ceinture. Et aujourd'hui, la valorisation de la ceinture noire, je trouve qu'elle a énormément régressé. Autant avant, on pouvait dire que quand on était ceinture noire, quand on cherchait de l'emploi, c'était une plus-value. Aujourd'hui, personnellement, j'émettrais des doutes. Voilà. Après, ça reste personnel. Et on voit que entre 2004 et 2019, le nombre de pratiquants qui n'a pris qu'une année de licence est quand même extrêmement élevé et même de plus en plus élevé ces dernières années. On attend les 100 000 licenciés qui ne font qu'une année de judo. Et pour reprendre une phrase que j'ai trouvée dans un livre que j'apprécie beaucoup, Judo et Société, écrit par Monsieur Brunhaube, Monsieur Brandani et Koch, j'ai vu que Jean-Claude était là. C'est vraiment une réflexion qui bien sûr, résonne beaucoup dans ces observations. C'est le pratiquant de base ne peut copier les techniques utilisées par les champions que s'il dispose des qualités physiques suffisantes. Dans le cas contraire, il risque de se blesser ou de se décourager, mais quoi qu'il en soit, il va à l'échec. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'à force de vouloir créer des champions très tôt, de montrer très tôt les techniques de champion, on en oublie et on perd un petit peu la qualité et on va souvent trop vite. Mais bon, c'est la société sans doute qui veut ça. Aujourd'hui, on fait pousser les poulets en 3 semaines alors qu'avant, il fallait 3 mois. Donc voilà, mais on en perd bien sûr la qualité et c'est dommageable. Au niveau des enseignants, on a essayé aussi de faire vite. Donc, on a créé des sous-diplômes. Donc, forcément, les clubs ont cherché à prendre des gens qui peut-être pouvaient coûter moins cher, étaient plus disponibles. Donc, on a une certaine évaluation du métier d'enseignant. Alors qu'avant, il fallait faire 600-800 heures pour avoir un brevet d'État. Aujourd'hui, avec moins de 200 heures, on peut avoir un diplôme pour enseigner. Donc voilà, bien sûr, la qualité de l'enseignement est aussi à la hauteur de l'enseignement qu'on a reçu. Donc la qualité, elle est en baisse. Donc forcément, indéniablement, le niveau des élèves, pour moi, il est en chute libre. La qualité des entrants en formation est de plus en plus basse. Tout le monde y va, tout le monde peut avoir un diplôme facilement. Il n'y a pas d'examen d'entrée. Et j'aimerais dire que tout le monde n'est pas forcément fait pour le judo et tout le monde n'est pas fait pour l'enseignement. Donc, pour moi, il semble important de pouvoir, en tout cas, justifier d'un certain niveau de pratique, qu'on dira un petit peu la formation de base, pour ensuite pouvoir apprendre à enseigner. Aujourd'hui, on se rend compte que la mise à niveau, enfin, quand on est en formation, en fait, le niveau il est tellement bas. Donc c'est pas la qualité de la formation qui n'est pas bonne. Pour moi, c'est la qualité des entrants qui n'est pas bonne. En fait, les formateurs, ils sont obligés de remettre à niveau les gens. Donc, pendant ce temps-là, ils les forment pas à enseigner. Donc, on a aussi des formations qui, du coup, sont
sont beaucoup plus, on a développé les formations, mais on cherche plus à remplir les formations que réellement à chercher à former les gens. Il y a pas d'évaluation d'entrée. L'évaluation de sortie, quelque part, à la fin, on peut dire que quasiment tous sortent avec le diplôme. Donc aujourd'hui, on ne forme pas, on vend un diplôme. Et bien sûr, avec la dévaluation de l'enseignement, avec la faible capacité des petits clubs à pouvoir financer les enseignants, on a un métier qui n'attire plus puisque économiquement, c'est difficile d'en vivre. La vie de famille et l'empathie avec toutes les sorties, toutes les compétitions. Aujourd'hui, on a on a plus d'un week-end sur deux en sortie, compétition et autres. Et forcément, c'est un métier qui est dévalorisé. Aujourd'hui, le discours qu'on entend est plutôt assez pessimiste, donc qui ne donne pas vraiment envie aux gens de s'engager dans cette voie. Un chiffre qui me fait également un petit peu peur, voilà, c'est la perte des enseignants. On se rend compte que le chiffre il est en nette augmentation d'année en année. En 2019, 737 profs ont arrêté. Donc, on voit qu'en 2005, on avait seulement 189 profs. Donc, c'est vraiment, pour moi, une sonnette d'alarme qu'il faut absolument prendre en compte. Donc, après avoir fait un petit peu le constat de ça, alors on a un sondage, j'ai vu qu'il avait été envoyé aujourd'hui à tous les enseignants. Donc, tout le retour de tous les enseignants par rapport à ce sondage, normalement, vous devez avoir reçu aujourd'hui. Donc, par rapport à ce qu'on a pu retirer de ce sondage, hein, donc au niveau des formations, au niveau de l'activité de l'enseignant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va chercher à produire? C'est quoi aujourd'hui l'enseignant 2021? Quel est le judo qu'on veut pour demain? Est-ce qu'on continue à chercher la quantité? Est-ce qu'on cherche à retrouver de la qualité? La difficulté, enfin, pour moi, les deux sont difficilement compatibles. On peut trouver un équilibre, mais on n'aura jamais l'un ou l'autre. Et est-ce qu'il faut travailler sur le court terme ou sur le long terme? Pour moi, la qualité est un gage aussi de l'expertise, est un gage de travail qui se fait sur le long terme. Donc, pour retracer un petit peu ça, pour revenir un petit peu à cette réflexion, pourquoi le judo pour la vie? En fait, je suis tombé il y a quelques temps sur un travail qui a été fait au Canada, qui est le développement de l'athlète à long terme. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'a énormément parlé puisque je me suis retrouvé dans cette analyse et dans ma vie personnelle et dans l'envie que j'avais envie de retranscrire aujourd'hui sur le judo. Donc, le judo pour la vie, en fait, on peut le décrire en différentes philosophies. Bien sûr, pour la vie, c'est pour pratiquer toute sa vie. Et pour la vie, ça peut être également pour vivre en bonne santé. Donc, on a vraiment deux directions qui sont complémentaires et qui reflètent bien un petit peu ce qu'on aimerait ressortir du judo. Pouvoir pratiquer longtemps et bien sûr en bonne santé. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'il en ressort puisque très tôt, on met les enfants dans des conditions et psychologiques et physiques un peu délicates. Et finalement, on se rend compte que vers 14-15 ans, alors que c'est à ce moment-là qu'ils devraient commencer à développer un judo pour moi de performance, en fait, ils sont usés et ils jettent l'éponge. Donc, j'ai essayé de retracer un petit peu un petit topo. Alors, bien sûr, il n'est pas complet. On a des groupes de travail qui vont se pencher dessus. Donc, l'idée, c'est que on démarre dès le plus jeune âge à proposer une pratique aux enfants. Ce qui est important, c'est en fait c'est de les mettre dans une forme d'action qui leur permettra en fait d'aimer quelque part faire du sport. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont de plus en plus sédentaires, qui sont assis dans leur canapé devant leur console ou derrière leur téléphone, qui ne bougent pas. On a des qualités physiques qui sont en chute libre. Alors, je ne sais plus
la perte de temps sur le 400 mètres, enfin, ça m'avait vraiment surpris. Les capacités pulmonaires sont en chute libre également. Donc voilà, on a des enfants qui sont déjà en mauvaise santé. Alors on peut imaginer que dans quelques années, bah, ils seront forcément en grande difficulté. Donc la littératie, physique, c'est en fait, c'est mettre les choses en route, et c'est vrai qu'on se rend compte que, bah, la période de la petite enfance, bah, que ce soit pour les règles, que ce soit, pour le langage, pour que ce soit la motricité, en fait, c'est aussi la période où on met les choses en place pour qu'ensuite, ce soit, ce soit acquis. Donc c'est mettre les enfants dans une dynamique. Voilà, leur proposer bon, bien sûr, il y a une grosse partie où ils jouent tout seuls, mais il faut que dans une journée, en fait, ils aient à peu près 3 heures d'activité chaque jour. Alors par rapport au judo, bien sûr, on a un groupe de 3-5 ans. La réflexion, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on continue à leur proposer une activité en kimono? Est-ce qu'on leur propose une activité sans kimono, mais qui correspondrait à de la motricité? L'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre aux enfants, pendant ces périodes-là, de développer leur capacité motrice, pour peut-être faire d'autres sports. Ça, c'est pas… Moi, là, ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, les enfants puissent être en activité, qu'ils fassent du judo, qu'ils fassent une autre activité. L'important, voilà, c'est qu'ils bougent. Bien sûr, c'est mieux qu'ils soient chez nous, mais pouvoir proposer, en fait, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, c'est une période qui, pour moi, est extrêmement importante de développement physique. Donc, c'est une période de formation où la priorité doit être le plaisir de l'activité, et pas chercher à gagner à tout prix, pas chercher à faire de la compétition à outrance. Mais c'est une période où, en fait, les enfants, ils doivent être au plus près de leur club, puisque aujourd'hui, on se rend compte que, pour moi, envoyer des des gens en pôle en n'ayant pas terminé leur formation, c'est les mettre déjà en difficulté. Parce que, dans les pôles, ce sont des entraîneurs, ce ne sont pas des formateurs, et on a besoin d'enseignants qui enseignent, qui accompagnent les jeunes, parce qu'ils les ont depuis tout petit, et ils les voient grandir avec des périodes, bien sûr, de développement qui sont aussi différentes des uns des autres. On sait très bien que les jeunes filles vont se développer un petit peu plus vite que les garçons, mais même chez les filles, il y en a qui vont se développer très tôt et d'autres un petit peu plus tard, comme chez les garçons. Donc il faut être très attentif, en fait, à ce développement-là, et pas s'attarder sur un développement par âge, mais s'attarder sur un développement plutôt morphologique et physique qu'un développement par rapport aux périodes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on arrive à développer pour être un petit peu plus précis, un petit peu plus performant sur le développement des enfants, et s'intéresser, en fait, quelque part à chaque enfant indifféremment. Et à partir de là, au-delà de cette période, pour moi, bon, des minimes, 14-15 ans, voire début cadet, donc on va pouvoir proposer dans cette période-là, alors déjà, on réfléchit également à un arbitrage qui soit plus éducatif, qui permette le développement, qui permette le jeu, qui soit pas qui n'est pas une recherche systématique de victoire, mais qui est plutôt une recherche de l'expression du judo, de la technique. Cette recherche du hippon qui est aussi importante pour développer la qualité de travail, de recherche, et puis la précision technique. Après, on peut aussi compléter, j'ai mis à gauche différents stages qui pourraient compléter, en fait, l'action de l'enseignant sur le club, parce que c'est toujours difficile dans les temps qui sont impartis de tout faire. Donc, on peut aussi avoir l'intervention des hauts gradés sur des stages départementaux, par exemple, qui viennent donner une initiation au kata, au jiu-jitsu, à l'arbitrage. Pour moi, c'est une période d'apprentissage, mais d'apprentissage du judo dans sa globalité. Et ça, pour moi, on doit le permettre avec l'ensemble des acteurs du judo, et pas juste, en fait, l'enseignant ou le pôle. C'est l'ensemble des acteurs du judo qui doivent permettre cette formation dès le plus jeune âge, pour qu'ensuite, quand on arrive vers 16 ans, on puisse choisir quelque part une voie. Donc la voie de la compétition.
euh, ou la voie du judo plaisir, du judo dans la continuité de ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà appris. Euh, donc, c'est vraiment former un socle pour ensuite avoir les bases nécessaires pour choisir une direction. Alors que ce soit, quand je dis s'entraîner à combattre, bien sûr, ça englobe le judo, le jiu-jitsu, les katas, donc toutes les parties qui font de la compétition. Ensuite, ben, mettre les moyens pour accéder au plus haut niveau dans ces directions-là. Et pour moi, l'entrée en pôle, elle doit se faire à partir du lycée. Je ne comprends pas encore aujourd'hui comment on peut mettre des enfants quelque part en difficulté dans un niveau de troisième, donc les sortir de leurs copains, copines, de les sortir de la famille dans une période où il y a le brevet des collèges. Pour moi, c'est aussi les mettre en difficulté dans une période d'âge en plus qui est un petit peu encore difficile. Ils sont en pleine croissance. Donc pour moi, c'est pas justifié. On passe au lycée. Le lycée, ben, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle découverte. Donc là, voilà, pour moi, on peut ensuite permettre aux gens, aux enfants de découvrir un petit peu le haut niveau, mais permettre à la fois aux enfants bah, de pratiquer soit vers l'accès du très haut niveau, donc bien sûr une recherche de performance, mais aussi permettre aux gens qui sont dans les pôles de continuer à découvrir, à apprendre, à se former, que ce soit encore une fois dans les katas, dans l'arbitrage, parce que après, ce sera sans doute aussi des enfants qui seront attirés par l'enseignement et qui auront les moyens d'enseigner parce qu'ils auront découvert un petit peu plus bah, enfin, pour moi, découvert le judo un peu plus dans une activité plus soutenue, plutôt que des enfants qui resteront en club, qui feront 1 à 2 fois par semaine. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on a une déperdition des enfants qui arrivent en structure. On leur fait miroiter monts et merveilles, sauf qu'au bout de 2 ans, bah forcément, le niveau est pas atteint. Et ben finalement, ils arrêtent, hein. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une grosse déception et puis finalement, il n'y a plus de motivation et on les perd. Et c'est quelque chose qui pour moi, est vraiment dommageable. Et d'un autre côté, donc permettre à ceux qui continuent sur la voie du club, ben, à s'investir sur les formations, sur l'enseignement et puis pourquoi pas sur les aspects des dirigeants, hein, puisqu'après, ça pourrait être aussi des personnes qui vont intégrer les clubs, voire les comités. Ce qui est important aussi pour moi, c'est la, c'est permettre aux plus grands d'accompagner les plus jeunes. Donc, pareil, mélanger aussi les différentes catégories d'âge sur les cours. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et quand je vous dis, je me trouve tout à fait dans ce schéma-là. Alors, avant, je n'y avais pas spécialement pensé, mais avec le recul, en fait, bah, j'ai toujours pratiqué énormément d'activités. J'allais à l'école à pied en courant. Je faisais beaucoup d'activités pendant les périodes de récré. Le soir, je rentrais, je jouais au foot. Je passais ma vie dehors, dans les bois, grimper dans les arbres. Donc, j'avais une intensité d'activité qui était quand même assez importante. Je suis resté en club jusqu'à l'âge de 19 ans avant d'intégrer l'INSEP ben, en senior à la suite de mes années juniors. Donc, en première année senior, j'ai intégré l'INSEP, mais avant, je suis resté en club, ce qui m'a permis de quelque part de faire une carrière de haut niveau d'une quinzaine d'années, d'arrêter la compétition à 35 ans et m'orienter ensuite vers l'enseignement avec toujours l'envie de découvrir, d'apprendre et de passer le témoin, de faire apprendre aussi aujourd'hui aux autres. Euh, et pour moi, voilà, je suis aujourd'hui dans la vie active et je ne pense pas arrêter. J'ai toujours cette motivation parce que pour moi, j'ai suivi ce parcours-là qui m'a permis de continuer d'apprendre. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est d'avoir toujours cette motivation d'apprendre. Et malheureusement, dans le schéma actuel, eh ben, on a une déperdition sur le passage 15-16 ans, parce que derrière, bah, il n'y a plus vraiment d'objectif pour ces jeunes. Voilà un peu l'idée.
Alors, celui-là, bon, je l'ai laissé, mais je voulais pas. C'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd, mais c'était pour retracer un petit peu les premières catégories d'âge. Pour moi, c'est une période qui est extrêmement importante et qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse sur la manière de former ces jeunes jusqu'à 15-16 ans. Il faut qu'on arrive vraiment à être beaucoup plus précis et beaucoup plus attractif. Et surtout ne pas se presser en fait dans le développement des judokas vers la compétition. C'est vraiment pour moi la période la plus importante pour la vie future. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a énormément négligé. Et bien forcément, il y a beaucoup de dégâts. Alors, dans tout ça, il y a un élément qui est central, bien sûr, c'est l'enseignant. L'enseignant, aujourd'hui, je pense il faut lui redonner toute sa valeur. Alors l'enseignant et puis retrouver bien sûr une qualité de pratique. C'est ce qui nous a permis d'avancer. Je pense que encore une fois, aller vers le meilleur, aller vers l'expertise, c'est essentiel. Être un champion, c'est pas simplement gagner des victoires. Être un champion, c'est toujours essayer de progresser, de faire mieux, de chercher le geste juste. Euh, en fait, voilà, la qualité de l'enseignant, elle est primordiale dans toute la structuration du judo parce que bon, déjà, c'est lui qui est en contact des enfants. C'est lui qui, si on parle économiquement, bah, qui va aussi développer l'activité, développer la licence. Donc, il faut absolument revaloriser ce métier d'enseignant. Pour ça, donc, pour moi, la formation initiale, elle est extrêmement importante. On s'est rendu compte sur les sondages, en fait, on formait mieux avant. Il y a vraiment une meilleure qualité d'enseignement sur les brevets d'État que sur les formations d'aujourd'hui. Ça, c'est un constat qui est quand même assez étonnant. Et comme je disais au début, c'est tout le monde ne peut pas être enseignant. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on ouvre les vannes parce que financièrement, ça rapporte de l'argent, mais on forme pas forcément des gens qui auront la motivation pour développer l'activité d'enseignant, développer le club. Ce qui est important, c'est pas que l'enseignant il travaille 10 ans. Non, ce qui est important, c'est que l'enseignant il monte des clubs, mais qu'on l'ait sur les 40, 50 ans qui vont suivre. Euh, Donner des bons outils pour être un bon enseignant, le retour qu'on a également, c'est que ça manque aujourd'hui, les formations manquent énormément de pédagogie. Alors, forcément, on essaye de les remettre à niveau, donc on perd du temps, un temps infernal en fait à essayer de les reformer. Euh, on fait du kata, mais aujourd'hui le kata, on ne cherche pas à le, à l'enseigner. En fait, voilà, on fait du kata, mais ce qui est important pour l'enseignant, c'est après comment il va le transmettre. Donc, c'est toute la pédagogie, c'est peut-être aussi mettre les gens un petit peu plus sur le terrain, les suivre sur le terrain pour être plutôt dans les conditions réelles pour justement montrer aussi ce qu'ils vont rencontrer, les aider, les accompagner sur ces formations. Et puis surtout, ben aujourd'hui, comment développer une économie, comment développer un club, comment s'adresser aux parents, comment aller faire des démarches auprès des institutions pour développer le club. Donc ça, c'est des outils qu'il faut aussi qu'on donne aujourd'hui à nos enseignants. Donc, dans dans les formations, il faut qu'on soit capable de donner les outils qui seront le plus proches de la réalité. Et je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus et on va la faire avec nos groupes de travail. Voilà, ça c'est un travail qui sera suivi par Frédéric Dambach, hein, qui sera le pilote de la formation initiale. Et tout ça, ça permettra bien sûr d'avoir une meilleure rémunération. Donc c'est aussi redonner de l'attractivité au métier. Alors je pense qu'il faudra aussi qu'on regarde la manière de donner euh, de faire les compétitions. Il y a sans doute beaucoup trop de compétitions. Aujourd'hui, les enseignants ne se forment plus, ils n'ont plus le temps de se former, ils ne pensent plus à eux, ils ne passent pas leur grade. Et je pense qu'on a besoin de se former tout au long de sa vie. Donc aussi dégager un petit peu de temps pour que les gens continuent à se former.
On réfléchit aussi sur, sur le statut du professeur. Alors il y a la convention collective nationale du sport qui bien sûr, régit tout ça, mais on se rend compte qu'en fait, peu la connaissent. Donc il faut absolument qu'on permette à tout ça d'avoir un accompagnement, des conseils et une médiation. Heu, permettre, alors que ce soit du côté du prof ou que ce soit du côté des dirigeants, je pense qu'il y a une méconnaissance en fait des règles et des lois et parfois ça engendre des conflits. C'est insupportable de voir un prof qui a passé 30 ans dans un club, d'un seul coup, il s'entend plus avec les dirigeants, il se fait virer. Il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions, notamment avec la fédération pour qu'il y ait cette médiation et que les gens soient aussi, bien au courant de ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire et travailler, bien sûr, en bonne intelligence. Alors il y a également redonner la place de l'enseignant dans le dialogue social. On se rend compte aussi par rapport au statut que, ben, il a un petit peu perdu sa position, alors que quelque part, c'est quand même le métier, d'enseignant qui est le plus concerné. Donc, on devrait aussi, être, au plus proche d'eux et les interroger sur, leurs besoins. Moi, je pense que la fédération, elle doit être au service aussi des clubs et des comités. Donc, les premiers concernés, c'est eux. Donc il y a un organisme, professionnel, hein, qui existait déjà, mais qui est un petit peu remis en route, qui s'est créé. Donc c'est regrouper aussi les enseignants pour alors c'est pas une entité qui va être contre la fédération, surtout pas, mais c'est une entité d'enseignants qui va permettre, aux enseignants de se regrouper, de réfléchir, de faire des propositions, heu de participer, à des commissions. Voilà, il faut qu'il y ait aussi une place pour les enseignants dans les commissions. C'est encore une fois ceux qui sont les plus concernés, donc il faut qu'ils retrouvent aussi leur place. Permettre bien sûr une évolution de carrière, hein, quand on démarre, c'est toujours motivant de voir qu'on évolue. Ça, c'est quelque chose qui, dans notre métier, est assez compliqué. Donc, il faut qu'on trouve aussi des solutions par rapport à ça. Et c'est pour ça que le développement du statut, donc, qui sera suivi par Yann Leroux, qui a fait déjà un gros travail. Donc, on est dessus, hein. On a des groupes qui avancent bien. Donc, on sera bientôt en position de vous faire des propositions. Et comme je disais, donc la formation continue tout au long de sa vie, qui pour moi, bien sûr, est essentielle. Dans tout ça, il y a aussi, faut développer l'expertise. Je pense que aussi en haut, on a laissé un petit peu tout défiler. Donc, il faudra qu'on forme des experts, bien sûr. Il y a des acteurs qui sont aussi au centre du développement. Alors, c'est un terme que moi j'ai un petit peu de mal, c'est cadre technique fédéral. Cadre aujourd'hui, je trouve ça un peu grossier parce que voilà, le cadre, souvent, le cadre d'une entreprise, c'est quelqu'un qui a un niveau supérieur et finalement, c'est pas des personnes qui sont excessivement bien payées. Et puis mon cadre, ça régit quelque chose qui me déplaît, alors que finalement, leur vrai travail, c'est conseiller. Donc, on a des conseillers techniques fédéraux qui sont dans les comités. Donc, c'est des personnes qui sont là en fait pour aider, pour accompagner, pour guider, qui suggèrent, qui proposent, donc qui donnent de l'avis aussi au comité, qui vont chercher à développer les licences, voilà, qui ont un but aussi, bien sûr, de développement. C'est pour moi le rôle principal. Faire de la promotion, de l'animation, de la formation, être au service des clubs. Donc, dernièrement, j'avais plutôt le sentiment qu'on se servait d'eux pour essayer de taper sur les doigts des clubs qui perdaient des licences. Ou voilà, après, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, il y avait quelque part une confrontation qui devenait un petit peu pesante, alors qu'en fait, pour moi, le conseiller, il est là pour accompagner et essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, je pense que c'est son rôle est développé. Aujourd'hui, sur l'ensemble des comités qu'on a visités, on se rend compte qu'un conseiller, il gagne à peu près 1 500 €, donc pour un nombre d'heures quand même assez important. C'est vrai que c'est pas assez.
Ces conseillers, pour moi, on devrait leur permettre de gagner plus, déjà pour leur éviter de trouver ou de faire une activité complémentaire pour gagner sa vie, et se concentrer vraiment sur son rôle qui est sur le comité. Voilà, enfin, le calcul, il est simple, hein. Si, s'il fait vraiment bien son travail et qu'il développe aujourd'hui, qu'il va chercher 1000 licences en plus, c'est 40 000 €. Je pense qu'on a quand même moyen de les rémunérer. Après, c'est mon avis. Et ensuite, on a une entité donc, qui est en pleine réflexion avec Yves Cadeau et les autres, Michel Brousse, et puis un petit groupe aussi de réflexion. Donc, on va proposer la semaine prochaine au président Stéphane Nomis nos réflexions. Donc, l'idée, c'est d'avoir une structure. Alors, le nom, bien sûr, l'idée de départ, c'était d'avoir un espèce de Kodokan français, Institut du judo français. On n'a pas encore défini le nom, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir une école, l'école de la fédération, qui va proposer des formations initiales pour les futurs enseignants. Donc, essayer aussi d'avoir des formations qui vont coller au plus près, ce que je disais tout à l'heure, du travail de l'enseignant, donner vraiment les outils. Moi, je me rends compte que sur certaines formations, certains viennent signer le lundi. En fait, comme ils ont rempli la feuille de présence, ils s'abstiennent de venir le reste de la semaine. Voilà, moi je pense que quand on rentre en formation, on vient chercher quelque chose et on se doit d'assister au moins au cours pour prendre le contenu qu'il faut pour être le bon enseignant. Donc après, c'est bien sûr sur l'évaluation qu'il faudra être aussi vigilant. Mais avoir une école de qualité qui colle au plus près du métier d'enseignant. Ça sera également donc un lieu de formation. Donc il faut absolument qu'on développe, pour moi, le haut de la pyramide, donc les experts qui vont aussi, enseigner former les formateurs, puisqu'après ce seront les formateurs, notamment régionaux qui diffuseront les connaissances sur les territoires et bien sûr les conseillers techniques qui sont au plus proche des clubs. Donc voilà, il faut, je pense, relever aussi la tête de la pyramide pour ensuite pouvoir diffuser au plus grand nombre. Et puis qu'il y ait un petit peu plus d'échange et de partage. Moi, je ne comprends toujours pas parce qu'on a des gens qui sont extrêmement compétents, on a des gens qui ont plein d'idées, qui ont du savoir, on s'en rend compte encore aujourd'hui, malgré la crise, on a des gens qui fourmillent d'ingéniosité, sauf que chacun dans son coin. Et alors qu'on pourrait faire tous ensemble, on pourrait partager tous ensemble ces idées et puis sans doute avancer plus vite et plus loin. Donc, c'est pouvoir regrouper, pouvoir diffuser aussi au plus grand nombre, qu'on puisse travailler en fait tous ensemble et tous au même niveau. Et aussi la veille du projet Judo pour la vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, d'avoir la transmission en fait de tout ce qui a été fait antérieurement, de toute l'histoire, tous les gens qui ont réfléchi, qui ont fait avancer aussi la technique, qui ont fait avancer l'histoire du judo, et qu'on soit capable d'avoir toujours cette vision et cette image pour développer le projet pour la vie. Voilà. Parce que quelque part, c'est notre patrimoine. Voilà. Et l'idée première de Jigoro, et quand on lit en fait le premier article des statuts de la fédération, par la pratique, contribuer à l'épanouissement de la personne humaine, à l'intégration sociale et au développement de la citoyenneté. Donc ça, c'est notre but et c'est notre rôle à tous, de faire en fait au-delà des bons judokas, c'est d'en faire des gens bien. Moi, je me suis toujours attaché en fait. Mon idée, c'était pas d'avoir des champions, mais c'était d'avoir des enfants qui grandissent bien, qui sont épanouis, voilà, qui font attention aux autres, qui font attention à la nature. Donc voilà, on a un code moral, hein, qui dit aussi bien les choses. Donc moi, c'est le code moral, c'est quelque chose qui m'accompagne et qui m'accompagne toute la vie. Et j'essaye au quotidien de m'en rapprocher en tout cas le plus possible, même si les trajectoires ne sont pas toujours rectilignes. L'idée, c'est aussi d'avoir un petit peu toute cette vision et cette idée du judo. Donc on a des piliers. Alors j'ai repris un petit peu les idées du projet judo, hein, comme je vous disais.
on a 4 piliers qui sont bien sûr le randori. Je pense qu'il est important aujourd'hui de remettre le randori au centre. Pour moi, la pratique que je vois aujourd'hui quand je me déplace, elle est pas bonne. Encore une fois, on est trop dans une idée de victoire et on ne permet pas forcément à tout le monde de prendre plaisir. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'on perd du monde, c'est que les gens n'y prennent plus plaisir. Donc le randori, encore une fois, c'est un moment de partage et d'échange. Moi, quand je fais avec les plus petits, alors bien sûr, encore une fois, je pourrais très bien faire chuter quelqu'un 10, 20 fois ou l'autre me faire chuter 10, 20 fois s'il est plus fort que moi. Mais le but, c'est pas ça. En fait, pour moi, à la fin du randori, on doit s'être fait plaisir tous les deux et on doit euh, euh, avoir permis l'échange, avoir permis la production, avoir fait des recherches. Je pense que pour moi, c'est aussi l'idée du randori, sans le dénaturer, au contraire, mais être capable de le mettre toujours au plus haut niveau de ce qu'on peut retrouver avec le partenaire qu'on a. Donc, encore une fois, c'est rentrer en contact avec l'autre et bien sûr avec soi-même hein, dans l'effort et dans ce qu'on va pouvoir rechercher. Le meilleur emploi de l'énergie, alors bien sûr, c'est une maxime qui est également très importante, hein. C'est un pilier qui est fort. Rechercher un petit peu dans ce que va proposer l'autre, la réponse qu'on peut y donner. Voilà, et c'est tout ce qui aboutit aujourd'hui au travers du temps, tout ce que les gens ont, les différents courants, les différentes personnes ont pu apporter, c'est aussi transmettre bien sûr tous ces savoirs à notre tour. Une partie culture et rituel symbolique, ça c'est bien sûr c'est ce qui nous régit au quotidien. C'est c'est parfois, peut-être qu'on s'en rend plus compte à force de le faire, mais je pense qu'il faut qu'on transmette aussi, voilà, pourquoi le dojo, pourquoi les grades, pourquoi le salut. Tout ça, pour moi, c'est primordial, ça a du sens. Ça a vraiment du sens dans la formation de nos élèves. C'est notre cadre, c'est notre socle et c'est important qu'il puisse perdurer et qu'il puisse être, respecté et compris surtout. Et puis bon, le dernier socle, bien sûr, le sport, hein, puisqu'on cherche toujours aussi à faire mieux. Voilà, moi j'ai toujours été guidé par la recherche du hippon, par la beauté du geste. C'est quelque chose qui me parle énormément et je pense il faut aussi qu'on remette du sens, notamment vis-à-vis de l'arbitrage, quand on remette du sens aussi sur ces valeurs-là, puisqu'après, il en découle également ce qu'on va pouvoir en faire sur l'entraînement, sur les clubs, pousser aussi un petit peu les choses. Et voilà, pour moi, ces quatre piliers qui pour moi doivent être redéfinis, non, mais redits en tout cas, retranscrits. On doit s'appuyer là-dessus pour transmettre nos connaissances et notre savoir et faire perdurer la vision globale du judo et pas juste la vision peut-être d'un seul pilier, hein, que ce soit le sport ou que ce soit un autre. Je pense que c'est dans l'unité que les choses doivent être transmises. Donc, bien sûr, pour répondre à la question, à la première question, c'est le judo de demain se construit aujourd'hui. Et pour reprendre un petit peu les items de Jigoro, c'est grâce à l'entraide et à la prospérité mutuelle par l'union de nos forces, il appartient à chacun de nous adapter et employer la meilleure énergie afin de transmettre le judo aux générations futures. Et bien sûr, dans tout ça, c'est ensemble. Donc, moi, je compte sur vous tous pour redonner une belle image au judo et qu'ensemble, on avance. Voilà, qu'on retrouve de la qualité surtout. La quantité, elle viendra si on a la qualité. Donc, il faut qu'on redonne de la qualité à tout ça. Voilà, je fais le tour.